Alors tout d'abord, merci aux organisateurs de ces journées de nous donner l'opportunité de présenter ce qu'on fait en projet de recherche à l'ANSES. Alors c'est une sélection de quelques projets de recherche qui va vous juste montrer de la recherche très appliquée pour répondre à des demandes de gestion justement en santé animale, jusqu'à des recherches plus où on va aller regarder au niveau phénotypique et génomique ce qu'il y a sur ces virus influenza aviaire. Alors, donc là, c'est juste pour faire le contexte, mais ça a déjà été évoqué. Donc, ces virus influenza A, en termes de transmission, donc le réservoir de presque tous les virus influenza A, ce sont les oiseaux d'eau. Et donc, une transmission vers les oiseaux d'élevage, mais aussi vers les mammifères de certains sous-types de virus influenza A. Donc, les risques pour la santé publique, ce sont bien les contacts étroits avec les animaux domestiques, puisqu'il faut, en tout cas pour avoir une transmission des oiseaux, parle bien des virus influenza aviaires, en tout cas, des oiseaux vers l'homme ou vers d'autres mammifères, un contact prolongé avec des animaux qui excrètent le virus. Donc, pour les virus influenza aviaires, certains sous-types seulement de virus influenza aviaire infectent l'homme. Alors, le H5N1 hautement pathogène, donc on dit hautement pathogène que pour les oiseaux, pas pour l'homme. H7N6, H9N2, même si au niveau de la santé animale, c'est les sous-types H5 et H7 qui sont surveillés, puisqu'ils ont une forme hautement pathogène pour les oiseaux et provoquent des mortalités qui sont très très importantes pour les oiseaux, donc en élevage, et aussi ont par certains sous-types quand même une tendance à être zoonotiques tout de même. Donc c'est une transmission par contact étroit, comme déjà évoqué, et peut entraîner pour certains sous-types une mortalité qui est élevée. Pour les virus influenza porc, on va en reparler un petit peu, qui pour certains sous-types viennent quand même des oiseaux. Tous les virus influenza porcins sont transmissibles à l'homme et inversement. En termes de barrière d'espèces, ce n'est pas la même chose qu'avec les virus influenza aviaires. Donc juste un petit mot pour la situation IAHP H5N1 au niveau international, puisque ces projets de recherche, mais en fait sont, même si on va les mener au niveau national, vont avoir un impact au niveau international, puisqu'on est actuellement à une panzoocie avec cette influenza aviaire H5N1 de clade 2.3.4.4b. Qui dure depuis 2021 maintenant, donc, et qui continue de circuler. Les oiseaux, eux, n'ont pas de frontières, donc bougent d'un continent à l'autre. Ce virus est maintenant arrivé en Antarctique, donc actuellement touche les territoires antarctiques australes français, par exemple, avec des détections qui augmentent de plus en plus chez les mammifères. Avec, là, j'avais mis 50, mais on est arrivé déjà à 60 espèces de mammifères différents détectés positifs, des mortalités massives de mammifères en faune sauvage, et également des détections chez l'homme en Amérique du Nord, en Asie, et surtout à la faveur de la circulation, du passage de ce virus à d'autres mammifères qui sont les vaches laitières aux États-Unis. Donc depuis mars 2024 de la première détection, mais en fait ce virus circulait déjà dans ce compartiment-là depuis fin 2023. Donc actuellement, vous voyez une petite carte des États-Unis qui remet à peu près presque 1000 élevages maintenant élevages bovins qui ont été détectés positifs, avec une contamination du lait cru, avec des charges très très élevées de ce virus, donc une problématique aussi de santé alimentaire. La semaine dernière, une brebis qui était positive au Royaume-Uni, infectée par un virus IAHP H5N1 de clade 2.3.4.4b. Et donc, plus vous avez de cas chez les mammifères, plus vous avez une exposition, et notamment en élevage domestique, une exposition qui est augmentée pour l'homme, avec des cas d'infection humaine qui augmentent, et quelques cas graves, dont un décès en tout cas décrit aux USA.
Donc nous, forcément, côté français, on a été aussi fortement impacté avec beaucoup d'épizooties d'IAHP. Et donc la vaccination, depuis 2016, en tout cas, on avait commencé déjà à regarder, même si c'était pas autorisé en Europe, d'utiliser la vaccination comme moyen de lutte, comme moyen de protection. Ce levier a été levé en février 2023 au niveau européen, où la vaccination contre l'IAHP a été autorisée. Pourquoi? Alors tout simplement déjà pour éviter les foyers épizootiques, de diminuer le nombre de foyers en protection clinique mais de transmission, de nécessiter d'avoir moins de virus aussi pour infecter les animaux et surtout aussi potentiellement quand même éviter l'émergence de virus adaptés aux mammifères. Si on arrête de le faire circuler dans le compartiment animal, on protège aussi l'exposition de l'homme. Et en tout cas, si on utilise cette vaccination, il faut pouvoir maintenir la confiance des partenaires et des consommateurs, puisque la France est un grand exportateur, entre autres, de canetons. Donc la France a décidé de faire une stratégie de vaccination d'IAHP, d'élaborer un plan d'action. Donc là, je vous mets les premières étapes en 2023 qui s'est concrétisée avec cette mise en place d'une campagne de vaccination massive contre l'IAHP en octobre 2023. Et avant de faire cela, on avait été mandaté pour évaluer au moins 2 vaccins qui étaient prometteurs vis-à-vis de contrôle de ce virus-là dans les élevages de canards, puisque c'était la problématique très française. C'est qu'une circulation dans 63% des élevages, c'était la production de canards qui était problématique. Et à l'heure actuelle, on est le seul pays européen avec cette mise en œuvre de la vaccination. Excusez-moi, cette problématique d'un autre virus influenza, H1N2, alors qui est plutôt local, mais en fait finalement qui a un cadre international là européen. Un virus H1N2 a émergé en Bretagne à partir de 2020 en élevage de porcs domestiques qui provenait du Danemark, ce virus. Il a été introduit in toto et ensuite, après s'être diffusé localement, a aussi affecté les élevages de dindes reproductrices, mais seulement les dindes. Et donc, il y a eu un cas humain aussi détecté en Bretagne avec ce virus H1N2 en 2021. Et donc, je vais vous présenter aussi quelques projets de recherche en lien avec ce H1N2. Donc, si on reprend l'ensemble de ces éléments de contexte, donc un des premiers champs, ça va être l'étude des franchissements de barrières d'espèces de ces virus qu'on a à l'ANSES, que ce soit dans le compartiment volaille ou oiseaux sauvages, aussi en lien avec les bovins, les porcins et avec l'homme, et de regarder justement, que ce soit pour le H5N1 ou le H1N2, notamment la virulence, de caractériser la pathogénicité de ces virus, ces marqueurs de virulence et aussi les marqueurs qui sont associés au changement d'hôte. L'évolution, de faire le suivi en épidémiologie moléculaire de ces virus, d'essayer d'améliorer, de développer des méthodes de détection en cas d'émergence et contrôler aussi, d'évaluer la vaccination et sa mise en œuvre. Donc, des exemples de développement pour améliorer la détection, donc notamment en élevage volaille, mais aussi en élevage bovin laitier. Donc ici, on a évalué différents outils de détection en matrice lait, mais on a aussi actuellement 2 projets européens sur le développement d'un matériel portatif pour faire de la lampe PCR pour la détection d'influenza, soit aviaire, soit influenza A ou de coronavirus. Et ça, dans le cadre de 2 projets européens, POC4 et Ivy et le projet PAIR. Avec différents partenaires au niveau européen et hors Europe aussi. Et un autre projet donc là, qui est spécifique pour la détection en élevage bovin. Sur ce projet qui est financé notamment par la NRSMIE et PEPR Présode, donc ce projet ZooFlou qui est coordonné par le NVT de l'école vétérinaire de Toulouse et INRAE et dans lequel nous sommes partenaires. Donc ce projet vise à étudier cette émergence à l'interface faune sauvage, animaux domestiques et santé humaine, améliorer cette surveillance à l'interface élevage avifaune sauvage,
d'identifier là comment l'évolution de ces virus affecte leur transmission, leur capacité de franchissement de barrières d'espèces. Et enfin, le dernier axe de ce projet, c'est de caractériser les facteurs sociaux qui permettent d'évaluer les stratégies de vaccination qui seront performantes. Donc un volet vraiment plus en termes d'enjeux sociétaux, d'acceptation de la vaccination et comment elle peut être mise en œuvre vis-à-vis de différentes problématiques. Donc ce projet vient de commencer en fin d'année 2024. Sur le H1N2, 2 projets de recherche pour illustrer ces études de pathogénicité. Donc un projet de thèse qui est en collaboration avec une unité INRAE à Juillan-Josaph, où on a juste pris 2 virus, un virus qui circulait chez le porc qui venait juste de passer chez la dinde reproductrice et un virus qui, après plein de passages successifs chez la dinde, montrait quelques mutations, 3 majoritaires, mais très peu. Et finalement, en regardant in vivo et aussi in vitro, on s'aperçoit qu'ils ont des comportements complètement différents, c'est-à-dire une mortalité presque rien chez la dinde reproductrice alors qu'ils s'y répliquent, et des mortalités très importantes pour le virus qui circule fortement chez les oiseaux par rapport au virus qui vient de franchir la barrière d'espèces. Donc là, on est en train de faire la génétique inverse de ces virus pour caractériser justement ces mutations et quelle est la mutation la plus importante au niveau de ce phénotype de ce H1N2. Et donc aussi d'étudier l'évolution de ces virus chez les porcs et leur dynamique de transmission en élevage en France et en Europe dans un autre projet de thèse qui démarre. Donc là, on revient sur juste un peu la vaccination. Donc avant de mettre en place toute cette campagne de vaccination en France, il y a eu un inventaire des vaccins qui a été fait par l'Agence nationale du médicament vétérinaire qui fait partie de l'ANSES. 2 vaccins candidats qui ont depuis ont des ATU, ont été sélectionnés. Il y avait 2 phases, une phase d'évaluation de l'innocuité, de l'utilisation en élevage, et une phase d'évaluation vis-à-vis de la protection clinique, de l'excrétion et de la transmission à différents âges après épreuve en animalerie à 3. Donc là, c'est pour vous illustrer les différents essais qui ont pu être faits en animalerie protégée de niveau biosécurité en 3 sur des canards. Donc là, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les 2 vaccins testés étaient très prometteurs et permettaient à 7 semaines d'âge une abolition de l'excrétion presque complète et absence de transmission, mais ce n'était pas la même chose à 11 semaines d'âge, 4 semaines, où l'immunité décroît très vite en fait chez les canards. Donc nécessité d'avoir une 3e dose pour les protéger jusqu'à la fin de leur vie de production dans les élevages. Par contre, qu'il fallait absolument une bonne équivalence antigénique entre les antigènes vaccinaux et les souches qui circulent. Et d'évaluer aussi les ELISA pour faire la surveillance de la mise en place dans les élevages pour éviter de ne pas trouver, notamment la circulation et que ce soit masqué en élevage. Donc ces essais se poursuivent encore actuellement où on essaye d'améliorer les protocoles vaccinaux, notamment avec des protocoles mixtes, c'est-à-dire un vaccin ARN et ensuite un vaccin subunitaire protéique qui donnent des résultats prometteurs en tout cas, ou alors des vaccins avec 3 doses mais qui sont plus difficiles à appliquer sur les terrains, d'essayer d'augmenter les différents intervalles d'immunisation également. Là, c'est le suivi de ce qui est fait en élevage pour regarder ce que cette vaccination est bien observée également. Ce qu'on voit, c'est que cette surveillance, en tout cas, est pour certaines obligatoire, enfin ça c'est sûr au niveau européen, mais les 2 types de surveillance ne sont pas suivis de la même façon. Et donc, la mise en place de cette vaccination a été faite dans 95% des élevages, donc une très bonne observance de la vaccination. Au niveau de la surveillance vaccinale, excusez-moi pour les animations, ce qu'on a observé, c'est que là, c'était sur les 6 premiers mois. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu très peu de foyers vaccinés où on a eu une infection avec un virus IAHP H5N1. À l'heure actuelle, depuis octobre 2023, nous n'en avons eu que 6 en élevage vacciné. Donc, une bonne protection quand même au niveau des élevages. Je vous rappelle, on avait un an et demi avant 1500 foyers en France. Donc, on est passé de 1500 foyers à 6 foyers en élevage canard au bout d'un an et demi. Donc une très bonne réalisation en tout cas de cette vaccination.
Mais que finalement, on voit quand même avec cette surveillance qu'il y a toujours la circulation de différents sous-types de virus influenza aviaire dans ces élevages, qui montrent que la biosécurité en termes de contrôle, de diffusion de ces virus n'est pas encore optimale et qu'il faut encore faire des efforts. Et que les différents types d'analyses de surveillance sont complémentaires pour vérifier qu'il n'y a pas de virus qui échappe à cette vaccination. Et dans ce cadre-là, on a justement un projet qui se fait au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour vérifier justement dans différents lots de canards vaccinés quelle est l'observance, les pratiques aussi, qu'est-ce qui peuvent faire qu'il y a des facteurs associés à la qualité de la vaccination si elle est meilleure ou moindre, et de caractériser notamment les variants viraux dans les cas où on a quelques foyers d'IAHP et de la vaccination. Est-ce qu'on commence déjà à avoir des virus d'échappement à la vaccination, puisqu'on constate quand même que la durée d'immunité chez le canard est très courte, de très courte durée. Et enfin, juste dernière, c'est sur l'équipe d'épidémiologie qui réalise des modélisations dynamiques de la transmission avec des modélisations multi-agents, multi-échelles également entre élevage à vie-faune sauvage pour regarder toutes les données qui sont générées au niveau du LNR et au niveau et d'avoir un impact justement des activités humaines dans le partnership Animal Health and Welfare. Et là, je voudrais remercier, alors là, c'est l'ensemble des unités au niveau de notre laboratoire qui travaillent sur ce virus en particulier. Donc, on voit que c'est des équipes en épidémiologie, en modélisation, donc épidémiologie interventionnelle aussi, au niveau des différents laboratoires de virologie, aviaire, ruminants, et aussi porcins. Et je vous remercie pour votre attention. Pardon. Merci Béatrice d'avoir tenu dans les temps et d'avoir maintenu des efforts avec votre équipe pour garder la surveillance active du virus influenza aviaire en ce moment où on parle de tout autre type de virus. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Une des raisons pour lesquelles les élevages de poulets étaient aussi frappés, c'est la manque de diversité génétique. En ce qui concerne les canards, ils sont aussi homogènes ou il y a une diversité? Alors au niveau des poulets, il y a différentes races de poulets qui existent. En France, ce n'est pas forcément les élevages de poulets qui étaient atteints. Pardon, je parlais des États-Unis. Ah oui, d'accord. Aux États-Unis, en effet, c'est une des problématiques. Par contre, en tout cas, vis-à-vis des virus IAHP, au niveau des espèces Gallus, tout poulet ou dinde a une mortalité très très élevée. Il n'y a pas vraiment on va dire, de phénotype de résistance chez ces espèces-là. Par contre, chez le canard, ce n'est pas du tout la même problématique. Donc, en France, on a 3 espèces de canards en élevage, des canards de Barbarie, des canards pékins, et le mix entre ces 2 espèces qui est stérile et qui est le canard mulard, qui est pour la production du foie gras. Et donc, ils ont des différents profils de réponse à l'infection par ce virus-là et peuvent excréter le virus sans symptômes du tout pendant au moins une dizaine de jours, peuvent avoir des mortalités différentes, entre des fois 30%, mais jusqu'à 90%. Donc, ont réellement des comportements différents. Mais on voit aussi dans la vie-faune sauvage que selon l'espèce d'oiseaux, il y a plus de 11 000 espèces d'oiseaux, ils ont des tropismes d'hôtes différents, ces virus. Et donc, ont aussi des réponses immunitaires complètement différentes d'une espèce à l'autre. Et selon le génotype aussi, chez la dinde par exemple, chez les dindes, on peut avoir sur certains génotypes aussi un peu un profil similaire au canard, une phase où on n'a pas de symptômes pendant 5-6 jours et avant de commencer à avoir des signes cliniques. Donc c'est vraiment un mix on parle de H5N1, mais finalement on a une diversité de virus aussi rien qu'au sein de ces sous-types. Oui, bonjour. Donc, Patrick Mavingui. Dans les terres australes françaises, il y a une circulation
importante. Est-ce que vous pouvez nous évoquer, est-ce que vous avez tracé l'origine et quelle est la trajectoire justement de ces infections? Est-ce que ça peut atteindre les îles comme la Réunion et aux alentours? Alors, le virus a déjà été détecté à La Réunion aussi. Et là, pour faire le lien avec la précédente présentation, c'est vraiment la génomique qui a été importante. On a réussi à voir que ce n'était pas du tout les oiseaux sauvages qui avaient importé, c'était l'homme. Et sûrement dans de la viande congelée ou des abats congelés qui ont servi à nourrir des oiseaux. Ou enfin de type rapace ou autre, et qui étaient en lien plutôt avec des détenteurs de coqs de combat. Enfin voilà. Donc les différentes introductions, en tout cas à l'île de la Réunion, c'est vraiment en lien avec l'activité humaine, hein, puisque c'était des virus qui avaient circulé 1 an et demi avant en France métropolitaine dans une seule région, et que le virus n'est pas du tout évolué en 1 an et demi, c'est juste impossible. Donc la génomique là a servi à comprendre ça. Au niveau des terres australes, en effet, là, au niveau des îles Malouines, le virus est arrivé fin 2023 et a continué de circuler, même en 2024. Et donc là, pour l'instant, il y a l'île Crozet et l'île Kerguelen qui sont atteintes. Les autres îles ne sont pas encore atteintes, mais on a eu des fortes mortalités aussi d'éléphants de mer avec ce virus, qui serait proche de ce qui circule ou circulait aux îles Malouines. Merci de votre présentation, Laurence Wess. Je m'étais déjà posé la question, je suis frappée par la durée de la protection après l'immunisation, qui est vraiment très courte. Alors, est-ce que ça dépend de l'âge auquel vous vaccinez les canards et donc du degré de maturation du système immunitaire? Est-ce que vous avez des hypothèses par rapport à cette faible durée d'immunité protectrice, en fait? Alors, des hypothèses, oui. Après, on essaye justement de le passer. C'est que clairement, il y a des différences au niveau du système immunitaire des galus, hein, des poules, poulets et dindes, sur lesquels ça fonctionne très bien et ont très peu d'immunisation. Par contre, le canard, lui, au niveau de ses immunoglobulines, c'est pas tout à fait les mêmes types d'immunoglobulines qui sont produites chez le canard. C'est le réservoir de ces virus influenza, donc il a dû aussi adapter son système immunitaire pour avoir une bonne cohabitation de ce virus et sa réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive pas forcément à induire une réponse humorale et même cellulaire assez longue. Donc alors l'âge, on a essayé de jouer justement. A priori, ce n'est pas ça. C'est vraiment plutôt là, ce qu'on peut utiliser, c'est des virus inactivés, bien sûr, et que pour prolonger la durée d'immunité, là, il faut répéter justement ces immunisations. Là où la meilleure voie a l'air d'être intéressante, c'est ce protocole, les protocoles. Hein. On sait bien que quand on fait un protocole mixte acide nucléique et après un boost avec un boost protéique, acide nucléique protéique, ça stimule les deux systèmes, voie humorale, voie cellulaire, et qu'on a une durée d'immunité plus longue. Ça a l'air d'être quand même le cas chez le canard aussi, comme chez l'humain ou comme chez d'autres mammifères. Donc on va plutôt aller, on essaye d'aller aussi dans cette voie-là pour essayer de comprendre aussi comment améliorer. Pour faire des anticorps, il faut des cellules aussi. Hein. Il faut stimuler la réponse T également. Et la deuxième chose, c'est peut-être plus je ne sais pas du tout, je pense que ce n'est pas vous qui gérez ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu inquiet quand on voit l'épidémie chez les vaches laitières aux USA. Et je crois qu'il y a quelque chose qui doit être mis en place pour surveiller les vaches laitières en France. Est-ce que vous n'en avez pas parlé du tout?
Alors non, là j'ai vraiment fait le focus que sur les projets de recherche, qui était plutôt ce qu'on m'avait demandé. Oui, bien sûr. Donc j'ai vraiment occulté toute la partie référence et de réponse à notre ministère de l'Agriculture, notamment en termes de surveillance. Donc il y a un groupe de travail qui a été fait au niveau de la plateforme en santé animale, auquel je participais aussi, avec des propositions de protocoles de surveillance en France. Donc ça a été rapporté au ministère de l'Agriculture en octobre l'année dernière. Donc là, justement, au ministère, ils sont en train de voir quel type de surveillance ils veulent mettre en place et à partir de quand. Ok, merci beaucoup. Une dernière question avant qu'on clôture. Si. Donc voilà une épizootie qui semble avoir une vaccination relativement efficace, notamment chez les bovins, et un virus qui semble perdre sa virulence s'il essaye de s'adapter à l'homme. Alors, si on vous demandait le virus de l'influenza, est-ce que l'infection chez l'homme, ce serait un accident biologique et si on vous disait qu'il est inapte à créer une épizootie en tenant compte justement de la vaccination et de sa difficulté à s'adapter à l'homme, vous seriez d'accord ou pas? Alors, je ne serais pas tout à fait d'accord. C'est le problème de ce virus. En tout cas, là, actuellement, en effet, il n'est pas adapté à l'homme pour une transmission interhumaine. Mais en tout cas, aux États-Unis, on va dire que les circonstances sont telles qu'on fait en sorte d'aller vers une situation où il pourrait y avoir une transmission d'homme à homme. Il ne manque plus beaucoup de choses. On regarde, normalement, ces 3 acides aminés, 3 mutations au niveau de l'humaglutinine qui permettent d'augmenter et d'avoir une affinité au récepteur humain qui est augmenté, enfin mammifère en tout cas. Et donc, si on augmente là c'est une question juste de probabilité, si on augmente la probabilité d'avoir ces 3 mutations en même temps, on augmente aussi la possibilité d'avoir une transmission importante au niveau humain. Donc ça ne ferait pas, je l'espère en tout cas, des mortalités énormes, puisque si le virus s'adapte à l'homme, a priori au fur et à mesure des passages, diminuera aussi en termes de pathogénicité. Par contre, au tout début on va dire de la pandémie, s'il y avait une pandémie, ça poserait quand même des soucis pour le gérer au niveau au niveau de la santé publique. Je vous remercie. Merci.